Bon, je vous propose qu'on commence comme ça. Là, on vous voit très bien, c'est parfait. Donc, bienvenue à cette masterclass organisée par Digital League avec Pauline et Pierre qui auront l'occasion de se présenter juste après, qui le feront mieux que moi. Donc, sur la thématique intégrer les marchés publics dans votre business model. L'idée pour nous, c'était voilà, d'allier l'expertise du cabinet Cornet Vincent Ségurel avec, d'en faire profiter à nos adhérents d'Italique parce on sait que les marchés publics, c'est un sujet qui peut faire peur. Euh, qu'il y a pas mal de monde qui ose pas s'y lancer parce que ça peut paraître un peu une nébuleuse. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, Pauline et Pierre puissent démystifier tout ça pour voir que ça peut être vraiment un atout. Donc aujourd'hui, on a 1 heure de masterclass pour qu'ils vous descendent un peu d'infos, les enjeux de ce sujet-là. Et ensuite, on vous proposera même d'aller plus loin avec une journée de formation si vraiment vous souhaitez vous lancer dans les marchés publics et la complétion d'appels d'offres. Donc voilà, c'est vraiment le but du jour. Juste pour l'info un peu technique, c'est un webinaire qui est enregistré, dont on enverra le replay aux personnes qui s'étaient inscrites et qui n'ont pas pu participer. Voilà, là, l'idée, c'est que tout le monde puisse couper son micro et sa caméra pendant l'intervention de Pierre et Pauline. Mais ensuite, à la fin, on laisse bien sûr un temps d'échange pour que tout le monde puisse poser ses questions, ses remarques, etc. Donc voilà, je te laisse juste peut-être Pauline passer à la slide d'après, juste pour la formation, on y reviendra à la fin. Mais donc aujourd'hui, on a 1 heure de webinaire, de masterclass qui donnera suite à une formation qui aura lieu sur Lyon le 1er décembre. C'est une formation qu'on proposera au tarif de 600 € hors taxe par personne pour les adhérents de Digital League. Et où là, on ira vraiment beaucoup plus loin sur comment on complète une appel d'offres, etc. Avec à la fois l'intervention de Pierre et Pauline en tant que formateurs, mais également l'idée qu'on est en train de travailler, c'est de pouvoir faire intervenir l'autre côté, qui sont plutôt les acheteurs des marchés publics, avec des DSI de métropole, par exemple, les choses comme ça. Voilà, on est en train de construire un peu le support actuellement, mais l'idée, c'est que vous ayez à la fois la visu de comment on construit, quels sont les enjeux, mais aussi la visu des partenaires publics. Eux, quand ils publient un appel d'offres, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment, etc. L'idée, c'est que ce soit vraiment une journée très complète. Donc voilà, je vous laisserai compléter par la suite, mais ça sera l'idée de cette formation. On vous enverra bien sûr à la suite de cette masterclass toutes les infos détaillées. Donc voilà, je vous laisse la parole, Pierre et Pauline. Merci Laure. Oui, donc bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette masterclass. On se présente en 2 mots. Donc, Pauline Ducoing, moi, j'interviens principalement auprès justement des acteurs du numérique dans tous leurs projets, la structuration contractuelle, la négociation, etc. Et Pierre Jacob. Oui, merci Pauline. Pierre Jacob, donc moi je suis effectivement associé au sein du cabinet CVS. Moi, j'interviens de l'autre côté finalement, c'est-à-dire que j'interviens en support des collectivités et des personnes publiques de manière générale, notamment pour tout ce qui est formalisation de leurs besoins, assistance à maîtrise d'ouvrage pour le lancement de grands projets. Voilà, donc moi je représente la partie un peu obscure finalement aujourd'hui des appels d'offres, c'est-à-dire ce qui se passe du côté des personnes publiques. Et donc, pour présenter un petit peu le cabinet, donc Cornet Vincent Ségurel de manière un peu plus générale, nous, on est partenaire de la Digital League depuis maintenant 4-5 ans, j'ai arrêté de compter. Et donc, on est un cabinet principalement affairiste en full service, c'est-à-dire qu'on a à peu près tous les domaines du droit qui sont couverts. Donc, ça passe par le droit des sociétés avec la question des financements des entreprises levées de fonds et autres, et le suivi juridique plus classique, jusqu'à justement l'action publique, le droit public de manière générale, mais en passant par finalement le contentieux, le droit des assurances, ce qu'on a comme droit du travail, droit fiscal. Voilà. On a tous les domaines de compétences et c'est pour ça que du coup, on trouve toujours intéressant d'avoir un peu des regards croisés en fonction de plusieurs domaines d'activité pour expliquer un petit peu les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes faces du droit et finalement les différentes entités concernées par ces projets croisés. Et donc, l'objectif aujourd'hui est de démystifier, comme le disait Laure,
la question des marchés publics pour les entreprises du numérique. Et donc, Pierre va nous expliquer un petit peu la démarche de cette masterclass. Oui, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, et de manière très synthétique, hein, on a 1 heure à passer ensemble aujourd'hui, vous présenter les principaux points à savoir, déjà les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant pour vous d'intégrer les marchés publics dans vos business plans, et les points à savoir si effectivement vous vouliez vous intégrer dans cette démarche-là. En fait, l'idée part d'un constat de départ, c'est qu'effectivement, alors, pour le coup, c'est pas forcément propre au monde digital, hein. On retrouve aussi cette idée assez fréquemment au sein des PME et voire des TPE, c'est de se dire ah oui, c'est trop compliqué, j'y comprends rien, j'ai pas envie, je vois pas ce que ça peut apporter et tout et tout. Alors qu'en réalité, les collectivités, les personnes publiques de manière générale ont vraiment besoin de l'apport du tissu économique dans son ensemble, et notamment des TPE, PME, pour avoir potentiellement des réponses à leurs besoins qui soient pertinents, innovants, etc., etc. Donc en réalité, c'est pas presque, c'est vraiment du win-win le fait d'intégrer les marchés publics pour vous notamment, mais pour toutes les structures équivalentes, c'est que vous, ça vous permet d'intégrer un business énorme, on va en parler, potentiellement énorme dans votre chiffre d'affaires, et eux, ça leur permet d'avoir accès à un tissu économique qu'ils ne touchent pas aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment. Voilà. Donc, vous voyez le plan qu'on va décliner aujourd'hui. Simplement, très rapidement, on va vous expliquer les bonnes raisons de se lancer dans les marchés publics avant de de contrebalancer les 10 idées reçues, donc les 10 mauvaises raisons qui pourraient justifier le fait qu'on n'a pas envie d'y aller. Et on va essayer de vous convaincre que ce sont des mauvaises raisons. Enfin, pour terminer rapidement, les marchés publics, le cadre spécifique, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un cadre un petit peu particulier quand même. Et on terminera rapidement sur les tips et les bonnes pratiques à mettre en place pour se lancer en toute sécurité et en toute légèreté. Et donc, Merci Pierre. Oui, juste, pardon, pour le fonctionnement, si jamais vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser si ça vous va. Et il y a aussi le chat sur la droite si c'est plus simple pour les participants. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais on se garde quand même un temps à la fin vraiment d'échange et de questions-réponses. Très bien. Voilà pour le déroulement logistique. Merci. Merci Laure. Donc effectivement, la première partie, c'est pourquoi y aller. Alors peut-être petite parenthèse, expérience personnelle, c'est que même pour moi qui suis plutôt côté acteur économique qui relève du droit privé, aller sur les appels d'offres, c'est pas tout à fait naturel. Aujourd'hui, ça l'est davantage. Mais donc finalement, la question qu'on se pose en premier lieu, c'est pourquoi y aller. C'est-à-dire que quand ça fait pas partie de notre culture, quand on a un peu des appréhensions, et pour vous en particulier, acteurs du numérique, pourquoi aller vers les marchés publics et les appels d'offres plus particulièrement? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est certainement quand même d'ordre économique, j'ai envie de dire. On vous a mis un petit schéma récapitulatif. Ça, ce sont les chiffres de 2021. C'est-à-dire qu'en 2021, la commande publique, donc les marchés publics, ont présenté un volume d'affaires de 128 milliards d'euros, décomposé en 186 000 marchés publics. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'importance et le volume de ce secteur économique qu'on peut pas mettre de manière assez légère, mettre de côté. Je pense qu'il faut le prendre en considération. Et sur ces 128 milliards d'euros, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on a une répartition quasiment à un tiers entre les contrats de travaux, contrats de fourniture, contrats de service. Donc vous, dans vos domaines, d'après ce que je comprends, vous serez quand même plutôt dans les contrats de service. C'est plutôt des prestations de services que vous pourriez proposer aux personnes publiques. Mais vous vous rendez compte que vous avez un tiers de ce gros gâteau de 128 milliards d'euros qui peut potentiellement intégrer, évidemment, c'est des grosses mailles, mais que vous pouvez en tout cas vous intégrer pour optimiser votre chiffre d'affaires et votre activité. L'autre point intéressant, c'est de noter que la part des PME est assez bien représentée en nombre total de cocontracteurs de l'administration, mais très peu en montant. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit que les PME sont retenus, mais ne sont pas suffisamment retenus et sur des marchés qui ne sont pas forcément suffisamment porteurs pour vraiment toucher le gros de la part du gâteau. Et moi, je vois comme explication à ça le fait que les PME n'osent pas aller sur les gros projets, n'osent pas forcément aller sur les grosses prestations, les gros besoins des collectivités. Et on va le voir, à mon sens, ce n'est pas forcément une bonne idée. Dernier point, excuse-moi, je finis juste là-dessus. C'est vraiment une ambition
affiché et revendiqué des collectivités et des personnes publiques que d'ouvrir le plus possible ces marchés publics aux TPE-PME. Donc, on a un certain nombre d'outils juridiques qui existent au profit des personnes publiques pour justement permettre cette ouverture aux PME. La seule chose qui manque, c'est que les PME aient envie de répondre finalement. Et je rajouterais, moi, pareil, du point de vue entreprise privée, on assiste vraiment à une professionnalisation de la commande publique. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, et c'est pas si vieux, hein, moi j'évalue ça entre 3 et 5 ans à peu près, on avait souvent une incommunicabilité finalement entre les différents acteurs, c'est-à-dire qu'on se retrouvait parfois face à des personnes publiques qui exprimaient des besoins qui étaient un petit peu datés, donc il y avait une mauvaise connaissance des niveaux technologiques actuels et de la réalité finalement technologique, et donc on avait un espèce de décalage, un gap entre ce que les personnes publiques demandaient et ce que finalement les acteurs privés étaient en mesure de fournir parce qu'ils ne fournissaient plus des services des années 80 concrètement. Moi j'ai l'impression que les personnes publiques se professionnalisent et ont vraiment, alors tardivement mais réellement, opté pour un virage à 360, et aujourd'hui on est face à des personnes publiques qui se spécialisent, qui ont de meilleures connaissances, notamment en matière de management de données, en matière de digitalisation, en matière numérique de manière générale, et on a finalement un vrai levier de croissance à ce niveau-là, parce que alors qu'on était face à quelque chose où finalement on se disait non mais ils ne sont pas du tout à la page, aujourd'hui ils veulent vraiment rattraper ce retard, et c'est je trouve ce qui est aussi intéressant dans les échanges qui ont lieu actuellement avec les personnes publiques. Mais question peut-être spécifique, il y a les appels d'offres, mais est-ce que finalement les appels d'offres sont le seul moyen de rencontrer ou de proposer des choses aux personnes publiques? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus naturelles et plus faciles à faire sans passer par des réponses à appels d'offres? Alors, ce qu'il faut savoir, très bonne question, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la commande publique a beaucoup évolué ces dernières années et elle s'est énormément ouverte. Avant, il y a encore quoi, peut-être 10 ans, c'était compliqué de sortir du carcan à appel d'offres, mise en concurrence pour quel que soit le besoin. Voilà, on ne pouvait pas facilement aller à la rencontre des personnes publiques et il fallait simplement rester dans ce schéma très formalisé de la réponse à l'appel d'offres passé par les collectivités. Tout ça, ça a beaucoup changé. Premièrement, parce que vous avez tout de même de plus en plus de besoins finalement des personnes publiques qui peuvent être remplis sans passer par la mise en concurrence. C'est-à-dire que tous les marchés de moins de 40 000 euros, par exemple, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, n'ont pas l'obligation de faire l'objet d'une mise en concurrence. C'est-à-dire que pour les petits besoins, les collectivités et les personnes publiques peuvent aller voir directement qui elles veulent pour contracter directement avec eux les marchés publics. Ça restera des marchés publics, mais ce sera des marchés publics passés hors mise en concurrence. Ça, c'est le premier point. La deuxième évolution très importante, c'est que de plus en plus, les collectivités et les personnes publiques sont autorisées, voire même poussées, incitées à faire du sourcing, c'est-à-dire en dehors de tout besoin, en dehors de toute prestation de marché en cours, d'aller voir les représentants des différents secteurs économiques et de simplement de leur poser des questions sur ce qu'ils proposent comme offre, ce qu'ils proposent comme service, quelles sont les solutions innovantes qui pourraient potentiellement, eux, les intéresser sur des projets futurs, etc. etc. Donc, excusez-moi, au-delà de cette question même de la réponse aux appels d'offres, il y a tout un pan de l'activité économique publique qui peut être appréhendé sans passer par une mise en concurrence, mais en passant simplement par un lien direct, une relation directe, une rencontre tout simplement directe avec les collectivités et les personnes publiques. Et je finis simplement, si tu me permets, je suis désolé. Si je reviens aux appels d'offres, on voulait quand même vous montrer quelques exemples d'appels d'offres qui existent en ce moment, qui sont en cours aujourd'hui. Pour avoir une petite idée, on a fait le test tout à l'heure sur un outil de veille. Il y a 637 consultations actives en ce moment en France portant sur des besoins du numérique, que ce soit la création de logiciels, de la maintenance, etc., etc. On vous en a mis quelques-uns sur 2 slides, celle-ci et celle d'après, pour que vous puissiez avoir une petite idée de quoi on parle, quels sont le type de prestations que les personnes publiques ont besoin de commander. Vous verrez que c'est relativement large. Ça peut porter sur un type de domaine, sur des types de domaines relativement différents les uns et les autres, et surtout avec des montants qui
potentiellement n'ont rien à voir. On peut avoir des marchés à 3 millions d'euros, des marchés à 300 000 euros, des marchés à 100 000 euros, voire des marchés à 40 000 euros, si vous voulez. Et encore une fois, le besoin est très différent d'une collectivité à l'autre. Ça peut être des choses très techniques, mais qu'on sait faire, ou des choses très innovantes sur lesquelles on ne sait pas encore comment faire. Voilà, il y a vraiment une émulsion et un besoin en constante évolution, en renouvellement permanent, qui fait que, ceci rajouté au fait que la commande publique est une valeur refuge, qui fait que c'est toujours intéressant d'avoir certaines collectivités dans son portefeuille. Je dis valeur refuge et après je te laisse parler, c'est promis. Je dis valeur refuge parce qu'en temps de crise, c'est le leitmotiv du gouvernement. La commande publique doit être le vecteur, le levier de relance de l'économie. C'est-à-dire que même quand le secteur économique est en berne, quand aucun acteur privé n'a plus d'argent pour lancer des projets ou quoi que ce soit, la commande publique, elle, ne faiblit pas et doit continuer à commander, doit continuer à acheter. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant effectivement d'avoir ce réflexe commande publique, on va dire, ne serait-ce que pour pouvoir accéder à cette manne en situation de crise économique. Pierre, je vous coupe, il y a une petite question en cours de route. Il y a Flavie qui demande quelle plateforme conseillez-vous pour suivre ces marchés publics, si vous en avez à conseiller? Alors, il y en a plusieurs, effectivement. Alors, il y en a des payantes, il y en a des gratuites. Évidemment, les payantes sont plus performantes que les gratuites. En gratuit, vous avez AWS, qui est certainement le meilleur système de référencement, je pense, qui fait le travail d'aller chercher sur toutes les plateformes existantes et sur toutes les plateformes des collectivités territoriales. Sinon, vous avez achatpublic.info qui est aussi pas mal. Il y en a un paquet, il y en a beaucoup. Merci. Peut-être pour reparler un petit peu du rapport entre les acteurs privés et les personnes publiques, il y a aussi un phénomène que je trouve intéressant à creuser et à développer, c'est en dehors des appels d'offres, de la réponse aux appels d'offres, d'aller effectivement à la rencontre des agents des personnes publiques et finalement d'essayer de générer le besoin. C'est-à-dire que on a pu voir et accompagner des gens qui, en fait, en allant à la rencontre de personnes publiques, en présentant leurs expertises, leurs compétences et ce qu'ils étaient à même de proposer en type de prestation de services, etc., qui finalement ont généré un peu un déclic ou une lumière chez la personne publique qui finalement a souhaité ensuite lancer un projet à partir de ce qu'elles avaient découvert dans le cadre de ces échanges. Et donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à développer et à saisir finalement comme opportunité en générant un besoin chez la personne publique qu'elle n'avait pas naturellement identifié. Oui, tout à fait. C'est ce à quoi je faisais référence, notamment quand je parlais du sourcing. C'est-à-dire qu'en réalité, les collectivités peuvent avoir une idée assez claire de ce qu'elles veulent aboutir en termes de résultats, mais par contre être complètement perdues en termes de besoins, de moyens de mettre ça en place pour aboutir à ce résultat-là. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, quand c'est le cas, elles vont faire un peu le tour des popotes, entre guillemets, et elles vont voir ce qui existe sur le secteur économique en question. Elles vont rencontrer des gens. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'effectivement, en discutant directement avec les personnes publiques, vous allez potentiellement réussir à leur faire comprendre qu'elles ont effectivement un besoin, parce que peut-être qu'elles n'en avaient pas forcément conscience, et leur faire comprendre qu'en réalité, il existe des solutions pour répondre à ce besoin, ce dont elles n'avaient pas forcément conscience non plus. Donc c'est vrai que vraiment ce lien est à mon sens très important, en dehors même de toute procédure de mise en concurrence entre les personnes publiques et les acteurs du secteur économique en question, pour générer cette espèce de vivacité, de réflexion, et donc générer des projets derrière, bien sûr. Et un autre point qui est intéressant, alors sans caricaturer bien sûr le rapport, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand Pierre finalement parle de solutions innovantes ou de présenter l'innovation, on a souvent une asymétrie, alors qu'on retrouve aussi dans les partenariats privés, mais qui, je trouve, est d'autant plus vrai dans les échanges entre les personnes privées et les personnes publiques, c'est que finalement, les solutions innovantes que vous maîtrisez sont des choses que certains agents des personnes publiques ne connaissent pas ou
n'ont pas une vision aussi technique et aussi avancée que les vôtres. Et donc, vous êtes vraiment en maîtrise de ces sujets. Et quelque part, c'est un peu une situation confortable. Moi, je prenais l'exemple, lorsqu'on préparait cette masterclass, de dire finalement, quand on est prestataire de service, face à un client privé, on a cette tendance toujours à être un peu maltraité par le client qui veut que ses exigences soient prises en compte, qu'il sait toujours mieux que tout le monde et on est toujours un peu en train de se battre côté prestataire pour être crédible et pour justifier d'une certaine expérience et d'une certaine compétence. Alors, ça dépend, hein, c'est pas toujours vrai et c'est pas un absolu, mais voilà. Alors que vis-à-vis de la personne publique, je trouve qu'on a beaucoup plus d'écoute parce qu'on est en attente finalement de prendre en compte l'expertise du prestataire, l'expertise que le prestataire innovant peut apporter à la personne publique. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, il y a cette émulsion qui se crée assez facilement et les personnes publiques vont être en demande. Et d'ailleurs, c'est pas rare d'ailleurs que les personnes publiques s'accompagnent d'un conseil, d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, justement à monter justement les besoins, le marché public permettant de répondre à leurs besoins. Donc sur ce point, c'est tout à fait vrai. Je voudrais quand même revenir, moi, sur un point qui est intéressant, qui permet aussi de justifier, de répondre à des appels d'offres, c'est que vous allez avoir, voilà, je ne sais pas si les exemples sont très parlants, mais vous allez pouvoir participer à des projets qui sont par principe très visibles, parce que ce sont des projets publics, donc très visibles et très portés, très portés, pardon, sur lesquels il y a beaucoup de communication, et qui sont vraiment valorisants dans votre liste de références, si vous voulez la faire valoir derrière. Donc, c'est quelque chose qui vous permettra de gagner en visibilité de manière assez facile, finalement. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des choses qui sont à intégrer, je pense, dans un business plan. Au-delà de simplement faire entrer du business et donc du chiffre d'affaires, il y a quand même une notion de visibilité qui est assez importante. Je finirai peut-être par là sur les pourquoi y aller. La dernière raison que je voulais évoquer, qui est peut-être l'une des plus importantes, c'est que ça vous permet, lorsque vous contractez avec des personnes publiques, d'avoir un niveau de trésorerie garanti dans des délais relativement brefs. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, c'est que par principe, les personnes publiques sont solvables. Vous n'avez pas le risque de liquidation judiciaire, de risque de redressement ou quoi que ce soit, premièrement. Et deuxièmement, surtout, c'est que les personnes publiques sont astreintes à des délais de paiement relativement courts. C'est-à-dire qu'elles doivent, sauf exception, toutes régler leurs factures, donc les vôtres, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. Et c'est pas, c'est pas un vœu pieux. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions derrière, c'est des intérêts moratoires, bien sûr, mais surtout, les collectivités sont challengées là-dessus. Elles sont contrôlées, notamment par les chambres régionales des comptes, qui suivent de très près cet aspect-là, justement parce que la volonté est de faire de la commande publique un vecteur de relance économique. Ça implique un niveau de trésor suffisant et ça implique une réactivité en termes de paiement suffisante. Donc, vous avez très largement les délais de 30 jours qui sont anticipés et qui sont voilà. Et quand vous travaillez avec des personnes publiques, moi c'est mon cas essentiellement, vous avez un taux de recouvrement qui est assez confortable et vous avez très peu d'impayés, voire quasiment pas, et vous êtes payé, oui, à 30 jours, voire 40 jours au grand maximum. Donc, si on résume, les deux derniers points, un effet waouh dans les références et un recouvrement des factures qui n'est plus finalement un sujet puisque les personnes publiques payent avant même qu'on les relance puisqu'elles y sont tenues et qu'elles sont surveillées sur ces points-là. Tout à fait. Du coup, maintenant, si on s'intéresse finalement aux 10 mauvaises raisons de ne pas y aller, on a tous un petit peu en tête cette question du langage. La première mauvaise raison qu'on a identifiée, ou les idées reçues qu'il faut combattre, c'est on ne parle pas le même langage. Entre une personne publique et un acteur privé, on ne se comprendra jamais finalement. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'effectivement, le langage est très différent. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement d'une personne publique est très différent de celui d'une structure privée qui a une vocation entrepreneuriale. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui échappe très largement aux personnes publiques. Mais c'est pas vrai quand même parce que vous avez un certain nombre de satellites des personnes publiques qui sont en réalité des sociétés privées. Je pense aux sociétés d'économie mixte, aux sociétés d'innovation, des choses comme ça, qui portent souvent ce genre de projets innovants et qui, pour le coup, sont des structures privées, qui fonctionnent comme n'importe quelle structure privée, comme n'importe quelle société. Donc ça, déjà, ça permet d'avoir assez facilement, en tout cas dans certains cas, des interlocuteurs qu'on comprend et qui nous comprennent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, bon, pour le reste, bien sûr qu'il peut y avoir une difficulté à se comprendre, mais c'est une difficulté qui n'est pas insurmontable en réalité. Et il faut finalement un petit investissement de temps
et de volonté aussi de part et d'autre pour réussir à trouver un moyen de s'entendre et de se comprendre, au moins de s'entendre. Voilà. Donc, c'est une mauvaise raison, à mon avis, de ne pas y aller, parce qu'il ne faudrait pas que ça freine, encore une fois, l'accès à cette manne d'affaires potentielle. Et c'est une raison surtout c'est une justification qu'on peut maîtriser par, on va dire, l'acclimatation, la formation, on va dire, tout simplement. Donc, tu spoil un petit peu notre deuxième point, notre deuxième idée reçue, qui est de dire finalement on a un rapport investissement-gain qui n'est pas garanti, en ce sens qu'il va falloir s'y mettre. Et donc, s'y mettre, c'est forcément un investissement pour ne pas être sûr du résultat. Oui, c'est une réalité si on prend les choses, comment dire, un peu frontalement. C'est une réalité si vous avez l'intention de répondre à un seul appel d'offres. Effectivement, ça va vous demander beaucoup d'investissement, en tout cas un certain investissement, parce qu'il faut s'approprier toutes les règles, toute la réglementation, tous les codes, etc., etc. Et pour un résultat qui ne sera pas forcément bon parce que vous n'avez pas la garantie d'être retenu. En revanche, si vous avez la vocation de vous intégrer un peu plus, de pousser un peu plus la démarche, cet investissement initial, finalement, il sera très vite rentabilisé parce qu'aux premières affaires qui rentrent, on s'aperçoit que ça les rentabilise très largement. Et surtout, une fois que vous avez fait cet investissement de départ, vous allez pouvoir le dupliquer, merci, le dupliquer sur les autres appels d'offres auxquels vous allez pouvoir répondre. Vous allez petit à petit vous structurer, ça ne veut pas dire des moyens supplémentaires, ça veut simplement dire structurer la mode de réponse aux appels d'offres, et tout ça va prendre de moins en moins de temps pour des résultats de plus en plus bons. Voilà, tout simplement. Donc oui, effectivement, il y a un investissement de base, mais je considère, moi, que le rapport gain-investissement est très intéressant. Alors, question, quand on décide de s'y mettre, c'est la première fois qu'on décide de se structurer nous-mêmes, de prendre un petit peu conscience de ces leviers, mais j'ai aucune référence. C'est-à-dire que je n'ai pas de client en personne publique puisque je n'ai jamais répondu, je ne me suis jamais intéressée finalement à cette manne-là. Est-ce que réellement j'ai une chance ? Oui, parce que, je vais faire une réponse de juriste, mais oui, parce qu'il y a une règle dans le code de la commande publique qui interdit aux acheteurs publics de ne se fonder que sur les références pour apprécier les capacités des candidats. Ça veut dire que souvent dans les appels d'offres, vous avez effectivement une liste de références qui est demandée, mais vous devez avoir systématiquement en dessous, et même si ça y est pas, la règle s'applique tout de même, que si vous n'avez pas de références pertinentes, soit vous pouvez faire appel à d'autres références, par exemple que vous, personnes privées, ou que vos salariés ont pu avoir dans d'autres structures, par exemple, ou vous pouvez faire référence à vos moyens techniques, à vos modes de fonctionnement, etc., etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette notion de référence n'est qu'un moyen pour la personne publique d'apprécier vos capacités, mais ça ne peut pas être le seul moyen. Et si vous lui dites j'ai pas de référence, mais parce que j'ai les certificats de qualité X ou Y, parce que j'ai dans mon équipe 5 ou 6 ingénieurs d'un certain niveau, etc., etc., je remplis toutes les cases pour justifier de la compétence pour porter un projet comme celui-ci. Donc en gros, on ne peut pas vous rejeter si vous n'avez pas suffisamment de références. Voilà ce qu'il faut retenir comme idée. Tant que vous démontrez par ailleurs avoir le niveau de qualité requis. Autre préjugé et idée reçue qui est assez chevillée, je trouve, alors qui sera plus vrai en matière de prestations pures que par exemple en matière de licence logicielle, mais il faut se brader, il faut facialement afficher un prix attractif pour escompter être retenu. Alors ça, c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était le cas, mais il y a une époque, il y a 20 ans maintenant. C'était le cas parce qu'effectivement, de manière assez systématique, les personnes publiques, elles choisissaient l'offre du mieux disant. Je mets des guillemets, c'était l'expression consacrée à l'époque. Aujourd'hui, on a basculé et ce n'est plus l'offre du mieux disant, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse. Alors, on pourrait avoir l'impression que ça ne change pas grand-chose, mais en fait, ça change tout. Ça change premièrement le fait qu'on ne peut pas se fonder sur le seul critère du prix pour acheter des prestations, ou pour acheter des services, pour acheter du matériel. C'est pas possible, c'est interdit. Et deuxièmement, surtout, en réalité, les collectivités, elles n'ont pas, surtout sur des domaines très pointus comme celui-ci, elles sont pas idiotes en fait. Elles n'ont pas vocation à acheter pas cher, mais pas bon, quoi. Donc, en gros, elles passent beaucoup de temps à définir leurs besoins de manière très précise. Elles ont des critères de choix des offres et des candidatures qui sont fixés, qui sont pondérés, en fait, avec un certain niveau de pondération pour chacun de ces critères. Vous avez le critère du prix qui est généralement présent, qui est même quasiment toujours présent, mais qui est pondéré à généralement 20, 30 ou 40% par rapport à la valeur technique de votre offre, qui, elle, sera de 60, 70, voire 80%. Donc, évidemment que le prix est un sujet, bien sûr, il ne faut pas survendre ces prestations,
ça c'est sûr et certain. Il ne faut pas non plus les sous-vendre, parce que si vous les sous-vendez, vous prenez en plus le risque d'être qualifié de anormalement bas. Là encore, c'est une expression consacrée, et ça pourrait attirer l'attention de l'acheteur sur le fait que en fait, le niveau de prestation que vous proposez ne correspond pas au niveau de prix. Et ça pourrait être contre-productif parce que vous pourrez vous voir refuser l'accès au marché public. Donc non, en fait, la seule règle à savoir, c'est qu'il faut vous vendre au prix, à votre prix, quoi, au prix de vos prestations, c'est tout simplement. Une autre idée reçue que je trouve intéressante, c'est la question de si je suis pas gros ou si je n'ai pas une notoriété suffisante, réelle ou supposée d'ailleurs, je peux pas remporter le marché. Si je suis pas suffisamment gros, suffisamment structuré, je peux pas remporter le marché. Oui, alors c'est une idée qui est fausse à deux niveaux. Premier niveau, la réglementation fait tout, mais vraiment, il y a beaucoup d'outils juridiques qui existent pour justement éviter cet aspect-là et pour permettre aux PME et aux TPE de toute taille, en fait, hein, d'intégrer et de rentrer dans les marchés publics. Donc ça peut passer par de la sous-traitance, ça peut passer par de la co-traitance, ça peut passer par une obligation d'allotissement. L'allotissement, ça veut dire que lorsqu'un marché public présente plusieurs prestations, l'acheteur a l'obligation de décomposer ces prestations en autant de lots qu'il y a de prestations pour que celui qui n'a les compétences que pour un seul de ces lots puisse répondre à ce lot-là. Ça, c'est le corpus juridique classique, premièrement. Et deuxièmement, surtout, c'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes forcément pertinent. Et au contraire, les collectivités ont parfois l'impression d'être un peu tenues par la gorge par les gros, qui effectivement sont souvent ceux qui répondent, les candidates, mais qui du coup imposent un petit peu leurs règles du jeu. Et je sais, moi, de source sûre, que les collectivités souhaitent vraiment faire entrer de plus possible de challengers, entre guillemets, et de structures qui puissent être un peu plus agiles, un peu plus flexibles finalement dans l'organisation des process. Et dernier point, c'est pas parce qu'on n'est pas gros qu'on ne peut pas répondre à des marchés qui dépassent de près ou de loin le champ de notre compétence. Je m'explique. Vous pouvez très bien avoir des projets lancés par des personnes publiques qui dépassent, vous, votre cœur d'expertise, mais qui, quand même, a une problématique spécifique à votre cœur d'expertise. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas se dire bon, ben, j'y vais pas parce que je n'ai pas toutes les compétences en interne, surtout pas. En revanche, vous pouvez très bien vous constituer en groupement d'entreprises, c'est-à-dire aller voir d'autres prestataires qui, eux, disposent d'autres cœurs techniques, cœurs d'expertise pour monter une offre commune et pour vous partager, entre guillemets, le gâteau. Ça, c'est possible. Et dernier point, si vous n'avez pas en tête ou dans votre carnet de contacts de personnes à aller voir, sachez qu'il existe ce qu'on appelle des bourses à la co-traitance, c'est-à-dire des sites Internet sur lesquels vous pouvez déposer une annonce. Je cherche une compétence X ou Y pour répondre au marché X ou Y. Voilà. Et ça permet en plus de générer des contacts et de créer, de se faire un portefeuille de prestataires, voire de partenaires. Finalement, là, tu as répondu à la question, je n'ai pas toutes les compétences pour les gros projets, mais je peux quand même y aller. Une autre tarte à la crème des préjugés, c'est pipé. C'est-à-dire que finalement, les dés sont jetés d'avance et ce n'est pas parce qu'il y a un appel d'offres qu'on cherche vraiment des candidats, on sait déjà à qui on veut faire appel. Alors, ça peut être vrai dans certains. Je vais modérer un peu mes propos. C'est jamais vrai. Tout le code de la commande publique, tout le droit de la commande publique est fait pour que ça n'arrive pas, justement. Tout ça est très contrôlé, très normé, c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi complexe. Hein. Tout ça est fait pour que ça n'arrive pas, et pour que, en gros, ce soit pas le copain du beau-fils du maire ou je sais pas quoi qui est le marché. C'est vraiment très contrôlé de très près. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, je pense vraiment pas que ce soit l'intérêt des collectivités. À mon sens, elles ont besoin, surtout dans vos domaines à vous, d'innovation. Plus que c'est pas des prestations lambda en réalité, c'est des prestations dans lesquelles on demande de l'innovation, de l'investissement, du gain, quoi, de la valeur ajoutée. Et c'est pas en allant voir le petit copain d'en face qu'on va réussir à faire ça. En réalité, l'intérêt de la mise en concurrence, c'est aussi ça, c'est de faire se développer un panel d'offres qui potentiellement pourront répondre aux besoins de la collectivité et de choisir vraiment celui qui répond le mieux à son besoin. Donc non, c'est pas pipé par principe. Ça peut arriver que ça le soit, mais c'est un délit pénal. Et je vais vous dire que les élus, quand ils savent que potentiellement ils peuvent aller en prison parce que s'ils prennent l'entreprise du beau-frère de machin, ça les calme un peu. On est même un peu sur l'effet inverse aujourd'hui, c'est qu'ils prennent beaucoup trop de précautions dès qu'il y a un lien, si infime soit-il, entre l'un des candidats et l'un des élus, voire des agents de la collectivité, ils se déchargent complètement. Donc on est plutôt sur la tendance inverse aujourd'hui.
Donc, je pense qu'on a déjà déconstruit, tu as déconstruit pas mal d'idées reçues, mais finalement, ce qui ressort un petit peu de tout ça aussi, c'est le côté, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, il y a trop de choses à prendre en compte, et finalement, je n'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps, donc je ne vais pas, on va dire, m'essayer à l'exercice, d'autant moins si je ne suis pas garantie de l'issue. Donc, comment est-ce que finalement je lutte contre cette idée reçue qui est celle qui va être la plus freinante et celle qui va générer le moins d'envie? Alors, c'est vrai que c'est un peu complexe lorsqu'on n'est pas dans ce monde-là, hein, et puis même quand on y est, ça peut paraître un peu austère parfois, mais en réalité, il n'y a rien d'insurmontable, vraiment. Et je pense en une journée de formation, par exemple, hein, vous pouvez avoir les fondamentaux pour comprendre ce monde-là, pour comprendre ce qu'on demande vraiment dans le cadre des appels d'offres, et ainsi donc pour formaliser vos offres correctement et en réponse à ces demandes-là, pour comprendre tout le mécanisme. C'est important au-delà d'appréhender les différentes règles, comprendre le mécanisme qu'il y a derrière ces différentes règles, pour effectivement bien avoir en tête ce qu'on attend de vous et pourquoi on attend ça de vous. Voilà. Et je pense qu'encore une fois, une formation d'une journée, bah, comme celle qu'on va proposer le 1er décembre prochain, vous permettra déjà d'avoir les bases pour vous lancer et pour essayer, quoi. Pour essayer. Peut-être que ça va pas marcher tout de suite du premier coup, mais à force d'essayer et à force bah oui, d'essayer de persévérer, vous verrez les résultats nécessairement arriver. Il y a un investissement, c'est sûr, mais à mon avis, cet investissement, on peut le résumer en une journée de formation. Et donc, c'est un peu l'objet, alors certes, c'est le teasing de notre journée de formation du 1er décembre, vous l'aurez compris, mais c'est aussi finalement ce qui va conduire à appréhender de manière beaucoup plus détaillée le cadre contractuel et le côté, on est face à des gens qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas le même cadre contractuel que celui qu'on maîtrise nous-mêmes, qui est relativement léger et qui est moins structuré que celui de la commande publique. Et c'est l'intérêt, c'est ce que disait Laure tout à l'heure, finalement, c'est l'intérêt de faire communiquer les acteurs privés et les personnes publiques et de faire intervenir dans le cadre de cette journée du 1er décembre des acheteurs, la DSI, pour finalement illustrer que d'abord, ce sont des gens comme vous et nous, et également pour faire comprendre finalement quelle est la philosophie et la culture derrière tout ce cadre contractuel. D'avoir un acheteur à la métropole, à la région ou dans n'importe quelle collectivité territoriale, c'est intéressant pour comprendre en fait quelle est la philosophie de ce qu'ils attendent dans la structuration et dans la construction des offres. Avoir quelqu'un plus spécifique DSI, ça permet de voir quels sont les besoins, quelles sont les frustrations, parce qu'à chaque fois qu'on parle avec un DSI d'une collectivité, on se rend compte qu'en fait, ils sont souvent très frustrés parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'acteurs pertinents et en maîtrise de leur expertise qui soumissionnent à ces appels d'offres ou qui viennent se présenter naturellement. Et donc, eux qui sont un peu plus techniques, qui ont un peu plus de connaissances métiers, sont souvent très frustrés. Donc, l'intérêt, c'est aussi de formuler cette frustration et d'encourager les gens à présenter leurs expertises, à soumettre des réponses à appel d'offres dans un cadre contractuel qui sera bien plus détaillé et bien plus précisément expliqué lors de cette journée de formation, puisque là, je ne sais même pas si on a forcément trop le temps de rentrer dans ce détail-là, mais là, c'est finalement une appréhension un peu globale de ce cadre contractuel. Oui, en fait, s'il faut le résumer en une phrase, et je pense que c'est ce qu'on va faire parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps d'aller plus loin, c'est que c'est un cadre contractuel quand vous avez remporté l'appel d'offres et que vous commencez à travailler avec la personne publique. C'est très différent du cadre contractuel privé-privé parce que, encore une fois, pour faire très simple, on considère que la personne publique porte l'intérêt général dans tous ses contrats, dans tout ce qu'elle fait, en fait, tout simplement, et que du coup, ça justifie un certain déséquilibre contractuel, qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour les acteurs privés, parce que ça lui assure aussi certaines garanties, un certain niveau de garantie. Mais c'est un corpus contractuel qui est très différent et qu'il faut à minima avoir appréhendé correctement pour pas se faire piéger par la suite et en tout cas pour en tirer le meilleur. Parce qu'encore une fois, il y a des choses très intéressantes qui peuvent en être tirées. Voilà, c'est essentiellement l'idée à retenir aujourd'hui et on évoquera effectivement ce cadre-là de manière beaucoup plus précise dans la formation, mais voilà, il ne faut pas non plus y aller en se disant ça va être pareil qu'avec les personnes privées parce que c'est clairement pas le cas du tout. Et donc, on en arrive, pour finir et vous laisser un petit temps de parole si vous le souhaitez, aux tips. Le tips principal, finalement, c'est oser. Oser aller rencontrer les agents et les personnes publiques, oser répondre à des appels d'offres, oser faire valoir, montrer votre expertise dans finalement dans tous les domaines et dans toutes les possibilités que présentent les personnes publiques.
Oui, alors ça passe notamment par un sourcing direct auprès des personnes publiques, aller les voir, intégrer les process de sourcing que les personnes publiques peuvent lancer. Vous avez assez facilement l'info, justement en allant voir les plateformes de veille qui font état de ça. Euh, L'autre conseil, évidemment, c'est de se tenir informé sur les appels d'offres en cours. Et pour ça, il faut avoir un système de veille des appels d'offres. Encore une fois, vous avez des outils, j'en ai cité quelques-uns. Nous, au cabinet, on utilise un outil qui s'appelle J360. C'est une solution qui est payante, mais qui est, pour le coup, est assez performante. Il y en a plein, il y en a des dizaines. Voilà, ne serait-ce que pour avoir une idée, peut-être, de la composition des besoins, de la structuration même des besoins des collectivités et voir, vous, sur quel type de marché vous avez envie de vous positionner ou pas. Rien que pour ça, c'est intéressant d'avoir cette veille-là. Et puis derrière, pour définir le marché sur lequel vous voulez aller, tout simplement. Il y a aussi un point qui me semble hyper intéressant, alors qui est d'autant plus vrai en matière de data, c'est oser finalement bénéficier de la personne publique. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la fois sur l'open data et à la fois sur les réglementations européennes là, qui sont en cours d'adoption, pour certaines qui sont déjà en application et pour d'autres qui vont l'être, vous avez accès à beaucoup de données publiques que vous pouvez intégrer dès à présent dans vos offres de services, dans finalement votre valeur ajoutée. Et c'est vrai que pour moi, il y a une vraie efficacité à être un peu des deux côtés, c'est-à-dire que lorsque vous avez d'ores et déjà dans vos services intégré de la donnée publique, eh bien, il sera plus facile d'aller exprimer à la personne publique en quoi est-ce que ça peut lui être utile. Et à l'inverse, lorsque vous allez vous présenter à la personne publique sans forcément connaître toutes les possibilités que cette personne publique a à vous proposer en tant qu'acteur privé, et ben, ça peut être une occasion d'échanger avec elle sur quelles sont les possibilités, quels sont les outils, à quoi est-ce que vous pouvez avoir accès sans finalement avoir aucun marché, mais en ayant simplement une synergie qui est créée dans votre propre offre de service. Et il y a un autre point, alors que j'ai expérimenté par le passé aussi, c'est le côté ne pas se décourager en cas de rejet. Il est clair que, alors, si on répond à un appel d'offres très spécifique, on sera forcément déçu, même moins spécifique. Mais pour qu'on ait une vraie maximisation d'investissement du temps et de la structuration que ça aura généré et de la formation que ça aura nécessité pour répondre à l'appel d'offres, il faut finalement dupliquer l'exercice. Il ne faut pas s'arrêter en cas de rejet. Et puis surtout, on a des possibilités pour obtenir des informations dans le cas d'un rejet. Oui, des informations précises. Lorsque souvent c'est assez austère en fait les courriers que vous recevez pour vous expliquer que vous n'avez pas été reçu, que votre offre est rejetée. On vous explique en 2 mots, votre offre a été rejetée parce que sur la valeur technique, elle a eu 5 sur 10 alors que l'autre a eu 10 sur 10. Voilà, ça peut paraître austère et c'est pas très frappant, pas très parlant en termes de retour sur expérience. Par contre, vous avez la possibilité de leur demander les motifs détaillés du rejet de vos offres. Et là, ils vont vous donner plus d'informations. Ce qu'ils peuvent faire également, c'est vous transmettre le rapport d'analyse des offres avec pour chacun des critères les notes reçues par chacun des candidats. Et évidemment, le nom des candidats ne vous sera pas accessible parce que ça fait partie du secret professionnel, du secret industriel et commercial plutôt, pas plus que les secrets de fabrication. Mais en tout cas, vous aurez des premières idées sur le pourquoi mon offre n'a pas été considérée comme bonne, en quoi je ne correspondais pas suffisamment aux besoins de la personne publique. Et du coup, c'est là-dessus que je voulais finir, il faut, à mon sens, se servir de ces échecs, parce que ça arrive à tout le monde de se faire rejeter sur des marchés publics, pour améliorer en continu les offres et pour coller de plus en plus aux besoins des personnes publiques et derrière obtenir le plus de marchés possible, tout simplement. Et dernier point peut-être pour finir, on en a déjà parlé, mais je le répète, c'est important, s'approprier le mode du fonctionnement public est important parce que ça vous permet de mieux comprendre la procédure de passation, donc la procédure de mise en concurrence, pourquoi on vous impose ça et pourquoi on vous impose tout ce détail dans cette procédure-là, donc pour mieux y répondre, et de comprendre derrière qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai le marché, quoi. Comment la contractualisation va se faire et qu'est-ce que ça va impliquer dans la vie quotidienne du contrat. Voilà. Et c'est encore une fois, ça fait partie des choses qu'on va évoquer, nous, dans notre formation du 1er décembre prochain. Voilà. C'est ça. On s'est dit qu'on laissait un temps d'échange pour les questions et puis pour les réactions, voilà, toutes les interrogations que vous pouvez avoir.
Ouais, merci beaucoup à vous 2 pour votre intervention. Peut-être les participants, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est rallumer les caméras et les micros, parce que ça peut être sympa de se rencontrer un petit peu, avant plutôt que Pauline et Pierre parlent devant, un écran noir. Déjà la présentation était très claire, même pour moi qui suis pas du tout, adepte, donc j'imagine que ça l'a été aussi pour les participants. Il y a pas C'est vrai qu'il y a pas eu d'autres questions vraiment, au fil de la conversation. Mais peut-être sur les participants, s'il n'y a pas de questions spécifiques, c'est peut-être qu'on puisse rapidement faire un petit tour de... Enfin, si vous avez participé, c'est est-ce que vous hésitiez à y aller? Est-ce que vous avez peut-être justement déjà candidaté à un appel d'offres et vous avez été déçu? Voilà, quelles sont un peu vos situations actuelles vis-à-vis de l'accessibilité au marché public? Allez, bonjour, vous Bonjour m'entendez? Maëlle. Bonjour. Je me lance. Bon, donc moi je suis dans une agence de marketing et je réponds à pas mal d'appels d'offres. Alors c'est particulier, hein, c'est parce que j'ai repris mes études dans le marketing digital. J'étais dans le marketing plutôt trad et c'est vrai qu'on m'a mis sur cet axe-là parce que je pense que dans les entreprises, les gens ont très peu de temps à accorder aux appels d'offres parce qu'ils sont déjà vraiment bien happés par leur quotidien. Et le fait que j'ai un peu cette position, je suis alternante à mon âge, et du coup, c'est aussi, ça permet de prendre un petit peu le temps. Et puis, j'ai quand même une expérience derrière d'appel d'offres aussi, mais sur d'autres aspects. C'est pas la partie que j'aime le plus, puisqu'effectivement, on n'est pas en contact. Et j'étais contente, j'ai pris des notes, j'étais contente de me dire qu'effectivement, il fallait pas que je tienne compte de mon expérience d'il y a 15-20 ans, qui a bien Ah, ça a changé. changé, oui. Et Ah, j'étais ça dans a le stand changé. événementiel, par exemple, et effectivement, c'était une guerre des prix où il fallait réussir à se positionner, il fallait vraiment, bon bref, ça me plaisait pas justement parce que je trouvais ça pas très, très clean et donc voilà, ça m'a fait du bien de l'entendre parce que j'ai quelques idées reçues comme j'ai pu le voir sur le dernier slide. Ça fait 8 mois que je suis dessus, je suis sur d'autres dossiers aussi. On a été sur des shortlists, sur vraiment des gros acteurs. Et en fait, c'est dirigeant en fait qui m'a inscrite à cette visio en fait, ce rendez-vous. Parce que justement, et parfois on a été à 2 doigts de l'avoir et puis, bah, on se dit: «Bah, mince, il nous manque le truc». Pour, d'ailleurs, on a tenté autre chose, la semaine dernière, plutôt, d'aborder le projet complètement différemment. C'est parce qu'en fait, il y a des freins évidemment à lever. Il y a certainement des choses, techniques sur lesquelles il faut performer. Il y a aussi le point de vue et de se dire, de se mettre à la place du client en face, voilà. Bon alors, voilà, moi je me présente parce qu'il y a personne qui s'est lancé dedans. Après de dire que là j'ai des questions, c'est peut-être que j'ai trop de questions pour en avoir une spécifiquement aussi. Donc j'étais plutôt ouverte, voilà Mais dans votre hypothèse, pour, là, justement, où vous aviez été shortlisté et puis finalement pas retenu, vous aviez fait la démarche de demander les motifs du rejet ou pas? oui. Alors il y a des fois où Ouais. j'ai pas forcément la main parce que j'ai pas, il y a des fois où j'ai initié les choses, mais je suis pas, je me mets pas, je vais pas en présentation orale. D'accord. Mais oui, il me manque parfois des choses, il y a certains clients qui ne veulent pas répondre. Alors après, moi on a répondu à des appels d'offres privés comme publics aussi, hein, donc Ouais. il y a les 2. Mais c'est vrai que je suis plus moi friande de privé. J'avais des freins à lever, puis là je me dis, voilà même par rapport aux 40 000 de se dire parfois c'est pas les appels d'offres, mais c'est vrai d'y aller. Et c'était aussi l'optique, de l'appel d'offres chez nous, c'était de se dire que c'était aussi un moyen de se faire connaître. Parce que quand on y Tout à répond, fait. même si on ne l'a pas, si on Tout à n'est fait. pas retenu, Absolument. il y aura d'autres demandes qui vont faire on a été visible. Et Et oui, votre nom circule, bien sûr. voilà, donc ce sont des choses que j'ai notées tout à l'heure en me disant effectivement c'est une bonne pensée positive aussi pour, Et moi, je vais de vous se dire, dire hein, que c'est un investissement. je peux vous faire je peux vous expliquer je peux vous donner un exemple personnel. Nous aussi, on répond à des appels d'offres pour le coup, pour bosser avec les collectivités. Un gros appel d'offres qui avait été passé par une grosse collectivité de la région.
On a candidaté, on a répondu. On s'est fait complètement rétamer, vraiment avec une mauvaise note technique, en pas bon, quoi. Et 2 semaines après, la collectivité me rappelle en me disant: «Bon, bah, là-dessus, ça n'a pas marché. Par contre, on aurait autre chose à vous confier. On aurait un autre Mmh. dossier à vous confier». Même pas un autre dossier, un autre rang de dossier, c'est-à-dire un autre plan d'activité, merci. Donc voilà, c'est le côté de se dire: «On se fait connaître, on fait connaître ce qu'on fait et tant pis si, ça passe pas», c'est une bonne manière de voir les choses, je pense, et Mmh. ça Ah fonctionne. ouais. Mmh. Potentiellement, le C'est lien, une fois qu'il est créé, voilà. C'est une question que je me posais, Pierre, et même au cours de la présentation aussi. Vous disiez qu'il y a, en tout cas, dans les moyens de contacter ces donneurs d'ordre de marché public. Donc, il y a bien sûr la réponse à appel d'offres qui peut nous permettre de nous faire connaître et de nous faire recontacter. Mais ce que vous encouragiez, Pierre, c'était peut-être aussi pour les dossiers à plus petit montant de les contacter en direct. Mais c'est vrai Ouais. que au premier abord, quand on n'a jamais fait ça, c'est compliqué. Enfin, on se voit pas aller toquer à la porte en disant bonjour, j'aimerais discuter avec vous. Est-ce que peut-être pour engager justement des discussions comme ça, suite par exemple à un refus d'appel d'offres, les entreprises ont le droit, en plus de la lettre du dossier qui dit non et qui explique pourquoi, de solliciter des rendez-vous avec ces collectivités-là pour justement peut-être déjà engager des discussions? Oui, alors c'est possible, elles peuvent le faire. Je suis pas certain que ce soit, à ce moment-là, que ce soit le plus pertinent parce qu'on est déjà dans le rejet et donc sur une relation qui se termine un peu, en tout cas sur ce marché-là. Mais pourquoi pas? Et puis surtout, ça peut générer, les personnes publiques vont être un peu frileuses parce qu'elles vont se dire que ça peut potentiellement générer une contestation sur leur propre appréciation des offres et derrière potentiellement un contentieux. À mon avis, c'est pas le meilleur, c'est possible, mais c'est pas forcément le meilleur, moyen de faire, le meilleur moment de le faire. Vous pouvez le faire à mon avis si vous voulez vraiment rentrer en contact avec les personnes publiques, la meilleure façon de faire, c'est lorsque ça existe, hein, toutes les personnes publiques ne le font pas, de vous insérer dans un système de sourcing. Parce que certaines personnes publiques vont publier le fait qu'elles ont des interrogations actuelles sur certains domaines du numérique, par exemple, pourquoi pas. Ça prendra un petit peu, excusez-moi, la forme d'un appel à projet en incitant simplement toute collectivité, toute entreprise, pardon, intéressée pour donner sa perception des choses, pour faire part de son expertise, de s'inscrire. Et du coup, il y aura des rendez-vous qui seront fixés comme ça, soit téléphoniques, soit visio, soit en présentiel. Alors c'est quand même très cadré parce qu'il ne faut pas non plus que ça finisse par ressembler à de la négociation, mais c'est tout à fait possible. Ce qu'il est possible de faire également, parce qu'encore une fois, toutes les collectivités ne font pas ça, c'est simplement d'envoyer votre brochure technique, votre catalogue, enfin ce que vous savez faire, et de l'envoyer au responsable des achats de la collectivité territoriale. Et après, potentiellement derrière, de solliciter un rendez-vous pour effectivement discuter, pour présenter les propositions que vous avez et que lui vous dise si potentiellement il y a des choses qui peuvent être intéressantes ou pas. Voilà. Encore une fois, rentrer par ce biais-là dans la liste des fournisseurs, c'est pas mal parce que pour les petits marchés de moins de 40 000, où il n'y a pas de mise en concurrence, bah, s'ils n'ont jamais vu passer votre nom, ils vont jamais penser à vous, c'est sûr. Alors que s'ils ont vu passer votre nom, soit parce que vous avez été participant à une procédure, soit parce que vous avez fait la démarche d'aller les voir et de leur présenter, c'est pas vendre, hein, c'est présenter vraiment ce que vous savez faire en disant voilà, si jamais vous avez un besoin qui intervient dans ce domaine-là, sachez que moi je sais faire et j'ai cette particularité, cette spécificité-là qui me démarque un peu du reste. Voilà, là ils seront très friands de ça et potentiellement ils penseront à vous pour des petits marchés. OK, merci beaucoup Ça, pour c'est vos assez réponses. récent, hein. Merci Oui, beaucoup c'est pour bien, la. oui, pardon, et du coup, ça se Pardon. rapproche plus, moi qui étais commerciale, j'étais chargée d'affaires, en tant que bon, ma partie marketing, je trouve que du coup, ça se rapproche plus du privé. C'est ça, c'est l'idée. Donc je pense que c'est une niche dans laquelle il faut aller, ouais. Et d'ailleurs, Aussi. juste pour le contexte, vous avez de plus en plus de collectivités qui recrutent des acheteurs qui viennent du privé. Justement, parce ils connaissent ces techniques-là. Dans le public, ils connaissent pas. En fait, les acheteurs du public, non, mais très concrètement, jusqu'à il y a quelques années, les acheteurs du monde public, c'était des juristes. C'était des gens à qui on disait, enfin, qui disaient, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, ils ne s'écartaient jamais d'un iota du code des marchés publics. Et du coup, c'était un peu frustrant pour tout le monde. Là, le fait d'entrer des acheteurs qui viennent du monde privé, avec toutes les techniques de vente qu'ils connaissent, les techniques de prise de contact, etc., ça va dans ce sens-là, justement.
Et du coup, Merci. pour terminer, peut-être, c'est tout l'intérêt, en tout cas, dans ce qu'on souhaite organiser pour la formation. C'est à la fois de vous donner les clés pour savoir comment y aller, quel est le cadre légal, etc. Mais quand on parlait d'intervenants, justement, voilà, on a des contacts aujourd'hui avec le DSI de Saint-Étienne Métropole pour qu'il puisse venir donner sa version. On a aussi des contacts avec justement les responsables achats de la métropole de Lyon, du département de la Loire. Donc, ça sera justement à la fois l'occasion de les interroger sur eux, quelles sont leurs manières de faire, quelle est leur idée de ça. Et peut-être, ça peut être justement une belle manière de vous mettre en relation avec eux, justement, dans ce qu'on disait, le fait de pouvoir discuter un peu plus en amont. Voilà un petit peu. Maïwenn, vous aviez d'autres questions ou d'autres choses à ajouter? Non, pas spécifiquement. Enfin, en tout cas, j'ai apprécié d'avoir quelques barrières qui sautent là. Quelques idées reçues qui donc ont été rayées de la liste. Voilà. Bon, mission accomplie en partie alors. Merci beaucoup à tous du coup pour votre participation. Merci surtout à Pauline et Pierre pour le temps passé pour voilà, expliquer un peu, poser le contexte. Ce que je vous propose, c'est de vous recontacter tous les participants à la masterclass en vous donnant le replay de cette masterclass si vous avez besoin d'y revenir et en vous donnant toutes les infos complémentaires sur la formation qu'on compte proposer. Bien sûr, si vous avez des questions qui vous viennent à la suite de ces échanges, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse y répondre, soit moi, soit Pauline ou Pierre. Voilà, je propose qu'on termine comme ça si ça va à tout le monde. Et dans tous Merci les cas, beaucoup. on vous recontacte suite à ces webinaires. Merci Merci beaucoup. beaucoup et à très bientôt alors. Bonne À journée. bientôt. Au revoir vous aussi. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée.